Voilà le plateau de ce vendredi. Pour Regard croisé, on va parler de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Les candidatures de Gbagbo et de Soro sont des provocations. C'est le président sortant, Alassane Ouattara, qui l'a dit dans une interview à Paris Match. Nous serons du côté de la Guinée. On parlera aussi de la présidentielle. Cellou Dalein Diallo perçoit des risques de violence ethnique. Le Mali, la CEDEAO qui pourrait se prononcer ce vendredi. En tout cas, on suivra jusqu'en fin de journée sur une éventuelle levée des sanctions alors que le président de la transition a prêté serment aujourd'hui. Et puis le Togo, les nouvelles dispositions pour la rentrée scolaire 2020-2021. Pour évoquer tous ces sujets, autour du plateau, Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, est avec nous. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Face à vous, Germain Sossou, il est acteur politique, les forces de l'avenir. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir chers concitoyens Credo. Et bonsoir aussi à mon homonyme Germain. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Credo Tété, directeur de publication de Le Médium, est également avec nous. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel. Je dis bonsoir également à mes amis, les deux G, Germain Pouli et puis Germain Sossou. Et puis en fin d'émission, à 4 minutes de la fin, comme c'est vendredi, on accordera les notes pour ce vendredi. Premier sujet, la Côte d'Ivoire, le pays qui se prépare donc à la présidentielle pour le 31 octobre prochain. Le président ivoirien Alassane Ouattara, candidat à un troisième mandat très controversé, a estimé que les candidatures de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo et de l'ex-chef de la rébellion Guillaume Soro, candidature à la présidentielle, étaient des provocations. Soro, comme Gbagbo, a été écarté car son casier judiciaire n'est pas vierge. Tous deux le savaient parfaitement. Leur candidature relève de la provocation. La place de Guillaume Soro n'est pas dans la campagne électorale, mais en prison, a donc affirmé Alassane Ouattara dans cet entretien publié jeudi par l'hebdomadaire français Paris Match. Credo Tété, Alassane Ouattara semble dans le rôle d'encaisseur, il encaisse et il montre qu'il est aussi prêt au combat, finalement. Oui, non, c'est vrai. Donc, il a toujours montré cette attitude de celui qui encaisse. Mais aujourd'hui, il ne joue plus uniquement le rôle d'encaisseur. Il a commencé par donner des coups politiques aussi. Parce que sa sortie, son interview avec Paris Match et puis ce que vous avez relaté. Donc, c'est dire que lui, pour Alassane Ouattara, aussi bien Guillaume Soro que Laurent Gbagbo, sous le coup d'une condamnation, ne devraient pas logiquement déposer leur candidature parce que ils doivent savoir que qu'ils sont condamnés, donc ils ne sont pas sur la liste électorale, donc ils ne peuvent pas compétir. Donc ça, c'est l'argument que pourrait avancer l'homme politique Alassane Ouattara qui veut jouer dans la conservation du pouvoir. Maintenant, il y a l'autre côté. Certes, c'est déjà un fait que les deux soient condamnés respectivement, je crois que à 20 ans d'emprisonnement et que leur casier judiciaire soit sali, excepté, disons, une amnistie. Donc, on peut rediscuter de ce sujet. Maintenant, l'autre pan de la chose, est-ce que ces condamnations n'étaient pas prononcées à dessein pour salir leur dossier même de candidature? Parce que M. Alassane Ouattara, avouons-le, n'a pas été surpris par les intentions présidentielles de ces deux hommes politiques de grande taille, mais il a anticipé pour tout faire afin que ces deux hommes n'aient pas un dossier assez solide devant la Cour constitutionnelle pour se voir valider leur acte de candidature. Donc, M. Alassane Ouattara est dans son rôle, il est dans une démarche de conservation du pouvoir et puis tous les coups sont permis lorsque on scrute son environnement politique immédiat. Vous ne sentez pas, Germain Pouli, là-bas, un Alassane Ouattara qui est prêt aussi, comme le dit Credo Tété, à donner des coups à ses adversaires, notamment les plus redoutables, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro? Oui, tout à fait, surtout Guillaume Soro, qui a été renforcé d'abord par une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui avait dit ou fait injonction à l'État ivoirien
de le mettre dans la course, donc d'accepter sa candidature. On a vu après sa sortie à Paris où il estimait que l'élection n'aura pas lieu, et avec le mot d'ordre de désobéissance civile qui a été lancé, et donc je vois que face à cette situation, Ouattara, qui déjà lors de l'acceptation de son investiture avait fait un discours assez musclé, il vient donc renforcer sa position, un peu comme pour dire il assume son 3e mandat et qu'il est prêt donc à se battre sur le même terrain que ses adversaires. Donc préalablement, il a pris soin donc de mettre la justice à son côté, puisque c'est de façon juridique que les 2 candidats ont été exclus. Pour Gbagbo, on le savait depuis longtemps, depuis sa condamnation dans l'affaire dite de la BCEAO, mais c'est l'élimination par voie judiciaire de Guillaume Soro qui a créé quelque peu de problèmes à quelques mois de l'élection. Et on a vu un peu tout ce qui s'est passé, mais aujourd'hui c'est un fait. Ce sont 2 citoyens, comme l'a dit Credo, qui ne sont pas sur la liste électorale, et d'abord avec ça ils ne peuvent même pas être candidats, même si leurs partis ont déposé les candidatures. Et c'est tout logiquement donc que le Conseil constitutionnel a invalidé ces 2 candidatures-là, comme une bonne trentaine d'autres. Et donc aujourd'hui, puisque eux ils estiment que son 3e mandat est une provocation, c'est lui plutôt qui traite de provocation l'heure de candidature à cette présidence. Alors ici, est-ce qu'en même temps, on ne sent pas qu'Alassane Ouattara, surtout vis-à-vis de Guillaume Soro, parce que Laurent Gbagbo, lui, il est très silencieux, surtout vis-à-vis de Guillaume Soro, est un peu vexé par l'attitude qu'affiche l'ancien Premier ministre? Oui, et les amis d'hier qui sont devenus finalement les ennemis d'aujourd'hui. Vous savez, le cas de la Côte d'Ivoire, ce qui se passe en Côte d'Ivoire est un cas d'école. Voilà une supercherie politique en Côte d'Ivoire, ce qu'on n'a jamais vu, mêlé à un mensonge d'État. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, pour que M. Ouattara, qui aujourd'hui, quoi qu'on en dise, a tout fait pour écarter les autres, pour qu'il puisse gouverner, c'est sur la base d'une alliance militaire, plus tard associé à une alliance politique, qu'il a pu tenir les rênes depuis le 1er mandat jusqu'au 2e. Vous savez qu'au fil du temps, tout ceci-là s'est effrité. Et à partir du moment où, dans son élan, il a pensé conserver le pouvoir, mais vraisemblablement, il a souhaité peut-être faire 2 mandats, continuer par garder le pouvoir d'État en y mettant quelqu'un, et notamment peut-être Guillaume Soro, dont il a voulu véritablement qu'il soit son défunt, mais tout en le contrôlant, c'est ça que Guillaume Soro en fait a refusé. Alors, aujourd'hui, il envoie, après la guerre de 2010, son adversaire politique qui, des années plus tôt, avait œuvré pour que lui rentre au pays politiquement. Il envoie donc à la CPI. Le monsieur, par les forces des choses, s'en sort très positivement. Alors, il se rabat, il rabat d'autres cartes, comme vient de dire monsieur Germain Pouli. Donc, il joue sur la carte judiciaire. Et là aussi, vous voyez combien de fois, quand nous disons, on pense que non, que nous crions sur les toits parce que nous nous opposons aux pouvoirs qui sont en place. Vous voyez ce que la Cour constitutionnelle a fait en Côte d'Ivoire. La Cour constitutionnelle a dit tout sauf le droit. Si vous voyez, comment on peut comprendre une telle décision? Et donc, aujourd'hui, Ouattara a tout ficelé. Il a tout fait. Et l'élection à laquelle ils veulent aller le 31 octobre, vraisemblablement, Alassane Ouattara veut tout simplement prendre. C'est le terme politique qu'il faut dire. Il veut prendre, comme les autres ont pris dans les autres pays. Alors, oui, la fronde, qui est beaucoup plus véhémente entre lui, son ancien Premier ministre et lui aujourd'hui, elle se comprend. Elle se comprend parfaitement. Parce que vous savez que les politiques, c'est sur la base des accords secrets que les gens se mettent ensemble. Alors, il y a des choses qui ne se disent pas. Les accords secrets ont été trahis. Et je crois que dans les propos de Guillaume Soro, quand vous suivez, vous sentez qu'il y a eu des accords que Ouattara a signés, non pas publiquement, avec son ancien Premier ministre. Donc il a dit que même le poste de vice-président du RHB était prévu pour lui. Il y a plein d'autres choses qu'il a citées.
Donc, il estime qu'il est trahi. À partir de cet instant, vous avez travaillé avec une personne, vous avez pris les armes, vous dites même c'est pour la personne que vous avez pris les armes, vous l'aidez, puisque n'oubliez pas, Guillaume Soro lui-même a rompu son alliance avec Gbagbo pour se rallier du côté. Donc voilà, et aujourd'hui, il se sent trahi. C'est normal. Et quand vous dites que Gbagbo ne se prononce pas, c'est un homme politique, c'est un animal politique, Gbagbo, il se prononcera au tout dernier moment. Mais les craintes, ce n'est pas nous qui l'exprimons ici. La Côte d'Ivoire, elle est très différente du Togo, elle est très différente du Bénin et du Burkina Faso. Et les craintes, tout le monde sent que demain, il y aura des dangers, ça s'annonce déjà. Mais il y a possibilité, on reviendra quand j'aurai une seconde fois à la place, il y a possibilité. Ouattara pense qu'il a déjà tout ficelé. C'est possible que les choses soient déjouées également. Mais est-ce que le président lui-même ne nourrit pas trop d'animosité vis-à-vis de Guillaume Soro, parce que il en parle quand il dit par exemple ce jeune homme enivré par l'argent et le pouvoir a simplement perdu la tête. Oui, certes, les mots sont pesants, les mots sont forts, mais il ne faut pas oublier aussi les attaques de Guillaume Soro envers Alassane Ouattara. Parce que on peut comprendre, mais là, il s'agit du président de la République qui parle. Le président. Le président. Dans l'apaisement, en principe. Non, je crois que les propos doivent être mesurés des deux côtés. Donc, l'homme d'État, Guillaume Soro aussi est un homme d'État. Même s'il n'a pas encore la présidence de la République et de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est un homme d'État. Et Guillaume Soro aussi ne doit pas se permettre certaines attitudes. Mais on le comprend, parce qu'aujourd'hui, il joue un rôle d'opposant farouche. Et là, il faut savoir que lorsqu'on se met dans la posture qu'est aujourd'hui Guillaume Soro, les mots ne sont pas si châtiés et les mots ne sont que dans la provocation. Et la provocation, donc, c'est un système aussi de faire la politique, parce que l'adversaire, il faut le pousser à bout pour voir ce que l'adversaire a derrière la tête, ou bien dans sa tête. Et là, la stratégie de Guillaume Soro a marché, disons, à plus de 50%, parce qu'aujourd'hui, avec la sortie de M. Ouattara, on sait que non seulement M. Guillaume Soro est gênant pour lui, mais les sorties médiatiques, les sorties politiques de Guillaume Soro aussi ne tranquillisent pas Monsieur Alassane Ouattara. Donc M. Alassane Ouattara aussi, connaissant, maîtrisant aussi très bien Guillaume Soro, parce qu'ils ont fait les 400 coups politiques ensemble. Si aujourd'hui ils ne sont plus en odeur de sainteté, ce sont des hommes qui se connaissent. Donc là, s'il va jusqu'à l'appeler ce jeune homme, il peut l'appeler jeune homme, parce qu'il peut avoir l'âge de son fils. Mais politiquement, on ne peut pas l'excuser, parce que c'est un acteur politique de grande taille aussi en face de lui. Maintenant, s'il poursuit pour le dire qu'il a cette propension pour l'argent et le pouvoir. Mais cette propension, c'est un dénominateur commun à tous les hommes politiques. Du moins, ceux qui veulent aller au pouvoir, comme ceux qui sont dans le rôle de la conservation du pouvoir. Donc là, M. Alassane Ouattara aussi peut facilement se retrouver dans ces qualificatifs. Maintenant, ce sont deux frères amis d'hier qui aujourd'hui ne s'entendent pas sur l'essentiel. Et là, si on veut répondre encore à cette question, il faut se référer à la dernière conférence de presse de M. Guillaume Soro à Paris. La dernière conférence de presse de Guillaume Soro, mais on dirait que c'était une guerre de tranchées, mais très ouverte. Donc là, il fait la guerre. Aller jusqu'à dire que le 31 octobre n'aura pas lieu parce qu'on n'aura pas des élections. Soit il compte sur quelque chose et là, il a l'assurance qu'il va réussir. Ou bien si au 31 octobre 2020, on tient les élections du côté de la Côte d'Ivoire, c'est que M. Guillaume Soro, ses propos politiques seront déjà morts. Donc là, c'est un engagement et j'ose croire que M. Guillaume Soro a mesuré les propos avant de les rendre publics, ou bien il a les outils nécessaires, les éléments nécessaires pour empêcher la présidentielle. Mais comprenons également M. Alassane Ouattara, on peut lui reprocher tout, mais Alassane Ouattara, un homme d'État, est un homme aussi, il peut y avoir des ressentis. Alors Alassane Ouattara a répondu également à cette sortie de Guillaume Soro où il disait qu'il n'y aura pas d'élection le 31 octobre. Alassane Ouattara dit la date du 31 octobre est donc inscrite dans le marbre. Oui, je crois que c'est là même le nœud du problème, parce que Guillaume Soro a dit aux journalistes à Paris, allez, notez-le, il n'y aura pas d'élection.
Alors, comme le dit Credo, c'est comme s'il compte véritablement, quelqu'un qui est en exil, qui compte véritablement sur quelque chose. Et donc, Ouattara devra sortir aussi pour assurer ses militants. Oui. Parce que tel que ces propos ont été tenus et pas ailleurs, à Paris, vous savez que beaucoup de choses se jouent en France. Alors, vous prenez plusieurs exemples. Voilà, c'est à Paris qu'il fait cette déclaration. C'est là où il a l'asile politique. On a vu un peu avec Talon, quand il a fui Gbagbo, tout ça, c'est à Paris. Après, on revient être président et tout ça. Donc, c'est un peu... Il y a une communication que Guillaume Soro a lancée à partir de Paris, qui laisse croire qu'il aurait des soutiens pour empêcher cette élection. Et donc, il fallait que Ouattara lui réponde, et je pense que c'est tout à fait normal de répondre dans le même style, même si le président, après on a vu Guillaume Soro réagir, pour dire qu'un président ne devrait pas parler comme Ouattara l'a fait, mais en même temps, lui, en tant qu'ancien collaborateur de Ouattara, en tant qu'ancien président de l'Assemblée et tous les postes qu'il a eu à occuper, ne devrait pas parler de cette façon. Donc c'est une guerre qui est assez ouverte. Et c'est normal aussi que Gbagbo, qui est exclu, qui n'a pas véritablement de force, qui ne souhaite que rentrer aujourd'hui, donc en Côte d'Ivoire, ne réponde pas. Au contraire, il se réjouit de ce qui arrive à ces deux personnalités parce qu'il a été trahi par Guillaume Soro. Et Guillaume Soro, pour revenir à lui, c'est normal aussi que Ouattara ne lui fasse pas confiance. Parce qu'après tout ce que Gbagbo lui a donné, s'il a balancé du côté de Ouattara, qui dit à Ouattara que demain il ne peut pas. Donc je crois qu'en politique aussi, la fidélité est un... qu'est-ce que j'allais dire c'est un fond de roulement qui permet d'avancer. Et cette fidélité l'a manqué à Guillaume Soro quand Gbagbo a fait de lui un acteur influent de la politique. Et donc, sur cette base, c'était normal que Ouattara ne le choisisse pas comme dauphin, même si on avait pensé à Bakayoko, finalement, il a choisi un autre qui, malheureusement, est parti avant donc que ne se joue cet épisode électoral en Côte d'Ivoire. Alors, finalement, on sent que ce soit du côté du camp Alassane Ouattara ou de l'opposition, notamment Guillaume Soro et autres, c'est comme si les couteaux s'aiguisent. Et bien entendu, non seulement nous sommes en période préélectorale, comme on dit. Oui, quand on dit Guillaume Soro aussi, c'est un homme d'État, on convient, c'est un homme d'État. Il y a le frustrateur, il y a le frustré. Il y a celui qui provoque et celui qu'on a provoqué. Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, Guillaume Soro, et un jour on se demandera entre Ouattara et Guillaume Soro, comme vous l'avez dit, qui a fait qui, politiquement parlant. Parce que demain, il faut que on s'interroge sur cette question-là. Quand il dit que ce jeune homme enivré par l'argent et le pouvoir, c'est complètement perdu, oui. S'il n'y avait pas eu la rébellion, je ne sais pas si véritablement Ouattara serait aujourd'hui... Qui a financé la rébellion. Ben voilà, c'est pour cela que je dis demain... Oui, mais voilà, c'est pour cela que je dis demain, on se demandera qui a fait, de qui. Voilà. Donc, aujourd'hui, le problème qui se pose en Côte d'Ivoire, c'est de se demander... Et moi, particulièrement, je ne voudrais même pas spéculer sur l'élection du 31 décembre. Et vous l'aviez si bien dit, du 31 octobre, j'estime que des choses vont se passer. Soit, s'il n'y a pas tout ce qu'il y aura élection. Mais moi, je vais au-delà de la date de l'élection. Parce que vous l'avez bien dit. Vous savez que Guillaume Soro est en France actuellement, en exil. Et c'est de la France qu'il s'exprime. Et vous savez que le président Ouattara a fait déjà 2 mandats. Il prend un 3e mandat dont la CEDEAO n'est pas d'accord. Vous savez ça? Alors, oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est son 3e mandat. Oui, 3e mandat, voilà. Alors, mais oui, la Cour africaine des droits de l'homme. Alors, permettez juste 1 minute, le temps d'aller à la première pause et on revient pour continuer ce débat.